On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi mettre 3000 € dans un sac à main alors qu'un sac à 100 € fait exactement le même boulot? Ou comment est-ce qu'un simple costume peut être un symbole de richesse pour certains et un acte de rébellion pour d'autres? Eh bien aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin que le tissu. On va explorer ensemble la politique qui se cache derrière le style, de la psychologie du luxe jusqu'à la mode comme une véritable arme de résistance et même de survie. Alors, sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Un sac, une montre, des chaussures, pourquoi est-on prêt à payer une fortune pour un logo? La réponse, en fait, elle n'est pas vraiment dans la qualité du cuir ou des coutures, non. Elle est bien plus profondément enfouie dans les rouages de notre cerveau. Pour vraiment piger le truc, il faut regarder ce qui nous motive, nous, en tant qu'êtres humains. Ça va bien au-delà du simple fait de posséder des objets, c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, il y a plusieurs forces puissantes qui sont à l'œuvre. Parfois, un achat de luxe, c'est une petite tape dans le dos qu'on se donne, une façon de se dire « bravo, tu as réussi ». D'autres fois, c'est pour faire partie d'un groupe, ou au contraire, pour bien montrer qu'on est différent. Et puis, il y a ce réflexe presque universel. On a tendance à croire que si c'est cher, c'est forcément mieux. Et bien sûr, il y a cette fameuse quête d'authenticité, le besoin de posséder le vrai de vrai, pas une pâle copie. Et attention, on ne parle pas d'un petit marché de niche. D'ici 2030, on estime que le marché mondial du luxe pèsera près de 370 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est un véritable moteur économique mondial qui tourne à plein régime grâce à nos désirs les plus intimes. Ok, mais que se passe-t-il quand le statut, ce n'est plus une question d'argent, mais de pouvoir? Quand on s'éloigne des vitrines de luxe, un simple costume peut se transformer en une déclaration politique hyper puissante. Allez, on quitte le monde de la consommation pour plonger dans celui de la résistance, où le style n'est plus une affaire d'achat, mais bien un acte de défi. Et pour ça, bienvenue dans l'univers des sapeurs du Congo. Pour eux, l'élégance, ce n'est pas un luxe, c'est une pure nécessité. Dans un quotidien souvent difficile, ils se servent de la mode pour se créer une identité, pour bousculer les codes. Bref, pour transformer l'acte de s'habiller en une forme d'art et de rébellion. Rien que le nom donne le ton. La Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est tout un programme. C'est un mouvement qui est basé sur le chic, le style, une apparence absolument impeccable. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette extravagance, elle n'est pas née de la richesse, bien au contraire. Elle vient de la pauvreté. L'histoire de la sape, en fait, c'est un peu le miroir de l'histoire du Congo. Tout commence dans les années 20 comme une sorte de moquerie subtile des colons français. Plus tard, dans les années 60, après l'indépendance, ça devient un moyen pour les migrants congolais en Europe de se construire une nouvelle identité. Et le point culminant, c'est dans les années 80. Le dictateur Mobutu interdit les vêtements occidentaux, et là, la sape devient un pur acte de défi politique. Le costume n'a jamais été juste un vêtement, ça a toujours été une arme. Imaginez un peu la scène. On est dans les rues de Brazzaville. Les coupures d'électricité et d'eau, c'est le quotidien. Et là, au milieu de tout ça, un homme surgit, dans un costume 3 pièces aux couleurs éclatantes, parfaitement coupé. Ce n'est pas de l'évasion, pas du tout, c'est une manière de remettre de l'ordre dans le chaos, d'affirmer sa propre dignité quand tout vacille. C'est une déclaration vivante d'espoir et de résilience. Donc on voit bien que les sapeurs s'habillent pour maîtriser leur image. Mais que se passe-t-il quand le simple fait d'être visible vous transforme en cible ? Là, on change complètement de perspective. On passe du style comme outil de libération à l'apparence comme source de danger. Pour certains, être vu, ce n'est plus un choix, c'est une menace. Et oui, dans ce nouveau contexte, l'apparence, les vêtements, tout ça peut devenir un marqueur de danger. C'est particulièrement vrai pour les migrants qui font face à la xénophobie. Prenez ce mot, par exemple. Amakwerekwere. C'est une arme. C'est un terme hyper péjoratif utilisé en Afrique du Sud contre d'autres migrants africains. Phonétiquement, ça imite le son de langue qu'on ne comprend pas. Le but, c'est de réduire une personne à un bruit de fond, un autre qu'on peut facilement déshumaniser et donc rejeter. Le contraste est saisissant. Pour le sapeur, le costume occidental, c'est un symbole de pouvoir, de défi, c'est une réappropriation. Mais pour un migrant zimbabwéen en Afrique du Sud, exactement la même apparence peut faire de lui un étranger et donc une cible potentielle de violence. C'est une illustration brutale de comment un même vêtement peut avoir des significations radicalement opposées selon le contexte. Il y a une phrase tirée d'une étude qui est incroyablement forte. Elle parle de naviguer dans une géographie de la colère et de la peur. Ça veut dire que s'habiller le matin, ce n'est plus une question de style, c'est une question de survie. Il faut choisir des vêtements pour se fondre dans la masse, pour ne pas attirer l'attention, pour traverser la ville sans devenir une cible. L'apparence devient une pure stratégie de survie. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Essayons de rassembler les pièces du puzzle. La psychologie derrière un achat de luxe, la politique du style chez les sapeurs et la dure réalité de la survie pour les migrants, pour voir ce que nos vêtements disent vraiment de nous et de notre société.
Voilà, on y est. C'est ça le cœur du sujet. Un seul et même vêtement peut être, pour l'un, un boost pour l'estime de soi, pour l'autre, une arme de résistance, et pour un troisième, un véritable danger. Mais dans tous les cas, le dénominateur commun, c'est l'identité. Nos vêtements racontent toujours une histoire sur qui on est, que cette histoire soit un choix, une contrainte ou une stratégie pour s'en sortir. Alors la prochaine fois qu'on ouvre son armoire le matin, ça vaut peut-être le coup de prendre une seconde pour y penser. Ce sac, ce costume, ce simple t-shirt, quelle histoire est-ce qu'il raconte? Une histoire de plaisir, de protestation ou de protection? Parce que, au final, la politique la plus personnelle, c'est peut-être tout simplement celle qu'on porte sur soi.